au-delà du travail de force au global, il y a ce qu'on appelle l'entraînement spécifique des tissus. L'entraînement spécifique des tissus, c'est pour le coup, il faut faire la distinction entre, je dirais, l'entraînement interne et l'entraînement externe. Quand on dit qu'on va développer la force, en fait, on se concentre sur des mouvements bien particuliers. Parce que quand on développe la force, il y a la notion de spécificité. Où évidemment, là, quand tu développes ta force sur un certain mouvement, tu ne vas pas la développer forcément sur un autre. Je pense par exemple, je sais pas, tu développes ta force sur une traction, ça va pas être la même chose que si tu fais de l'aviron. Enfin voilà, chaque mouvement, même si ça reste du tirage, chaque mouvement est spécifique dans notre exemple. Donc il y a le développement de la force d'un point de vue externe. Donc je vais développer ma force sur un mouvement spécifique. Et puis après, il y a développer des qualités tissulaires. Développer vraiment des qualités sur certains tissus. Et c'est ça qui va nous intéresser. Parce que finalement, pour développer de la force sur un mouvement, il faut avoir en prérequis quelque part des qualités sur les tissus. Et ça, c'est un peu le centre, surtout de mon approche. Euh, et quand je parle d'entraînement spécifique des tissus, je parle des tissus conjonctifs, des articulations et des muscles en partie. Enfin, d'une manière globale, c'est un peu ça les trois types de tissus. Tissus conjonctifs, les articulations, même si ça en fait partie, et les muscles avec les différents types de fibres musculaires. Et justement, on peut orienter l'entraînement sur certains types de tissus plutôt que d'autres, et on peut orienter ça du coup en interne. Tu vois, d'un côté, il y a l'entraînement externe où je vais chercher à améliorer ma capacité sur un mouvement, sur des patterns, des mouvements donnés, et de l'autre côté, il y a l'entraînement interne où là, je vais chercher à développer comment dire, les briques, les fondations de notre, de nos qualités, qui sont donc nos tissus, puisque sans nos tissus, on ne pourrait pas pratiquer les mouvements qu'on fait. Donc, ça peut être développer la capacité articulaire, la capacité de tissu conjonctif, ça peut être de faire de l'hypertrophie ou développer de la force, un RFD, donc une explosivité, quelque chose, une puissance, enfin, sur les fibres musculaires. Bref, il y a plein de qualités comme ça. Ça, c'est l'entraînement spécifique des tissus. Donc, d'une part, il y a cet entraînement spécifique des tissus qui peut être très analytique, Spécifique. très spécifique. Et d'autre côté, après, il va falloir mêler ça à des besoins énergétiques qu'on peut retrouver dans le sport. Mm. Donc, Mais justement, ouais, ouais. Et si puis tu veux. d'ailleurs, il y a la notion de prolongement des qualités de développement spécifique parce qu'au final, si on prend très large l'endurance, donc la réitération d'efforts plutôt de basse ou de moyenne intensité, au final, c'est juste le prolongement des qualités spécifiques tissulaires que tu as, mais tu vas juste le tisser sur le très 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 long terme. Donc tu pourrais très bien voir le côté structurel, donc là c'est mon muscle, même on pourrait dire au final, ça peut être mon tendon, parce que mon tendon, il va devoir emmagasiner une certaine quantité de charge, donc on a quand même une notion de temps, donc d'endurance. On va voir, ouais, ça peut être le muscle, ça peut être le cœur, même ça peut être le tissu pulmonaire. Et au final, ce tissu-là, tu vas le stresser sur le long terme. Donc en fait, les qualités énergétiques ou les qualités d'endurance sont le prolongement des qualités de développement spécifique d'un tissu. Et ça, c'est déjà, je pense, bien d'introduire directement par ça, de se dire, bah, c'est pas vraiment les qualités de force et les qualités d'endurance aux deux antipodes, parce que la littérature, c'est comme ça qu'un peu, elle nous tisse le tableau, c'est-à-dire, bah, ici, on a des adaptations de force, ici, on a des adaptations d'endurance, et des fois, bah, ça interfère un petit peu entre les deux. Mais ce qui est important, c'est de se dire, bah, au final, il y a quand même un prolongement entre les deux, et on peut se situer plus ou moins à un endroit du continuum. Ça, c'est la première chose. Après, d'un point de vue macroscopique, effectivement, on peut quand même distinguer les qualités énergétiques ou d'endurance. Classiquement, on se réfère à trois catégories. Alors évidemment, ce sera à retranscrire à chaque fois dans l'activité, mais on va avoir ce qu'on appelle l'entraînement basse intensité ou intensité médium. C'est le MICT, Medium Intensity Continuous Training, c'est-à-dire l'entraînement basse intensité de longue durée avec des fréquences cardiaques entre 55 et 75% de la fréquence cardiaque maximale. Donc là, ça va être quelque chose d'assez long. Classiquement, on parle de zone 1 ou 2. Après, on va avoir ce qu'on appelle l'entraînement haute intensité, le High Intensity Training.
Là, on va être plutôt sur du 80 jusqu'à 100% de la fréquence cardiaque maximale. C'est le classique, ça va être un 30-30 ou ça va être des entraînements plus haute intensité. Et ensuite, si on va encore plus loin, on va avoir le sprint interval training, où là, ça va être des efforts intensité maximale de 30 secondes avec des récupérations qui sont passives de 3 à 5 minutes. Pourquoi je parle de ces trois catégories-là ? Parce que la façon dont je les ai expliquées ici, ça forme un continuum jusqu'à le sprint interval training, et on verra par la suite, mais globalement, le sprint interval training se rapproche des qualités de développement de force, que ce soit d'un point de vue, on va dire, purement mécanique, c'est-à-dire la tension développée par les muscles, mais aussi d'un point de vue plutôt, on va dire, moléculaire, microscopique, ce qui se passe. Parce que lorsqu'on essaie de développer des qualités de force ou d'endurance, ou des qualités tissulaires et puis après de l'endurance, on a aussi une notion d'interférence, c'est-à-dire on essaie de développer des qualités qui sont parfois un petit peu différentes ou opposées. Et c'est pour ça que là, on va essayer de définir un petit peu comment les interférences peuvent se gérer, mais aussi c'est quoi les interférences. Et classiquement, on se réfère à deux voies de signalisation, deux voies métaboliques, on va dire, qui distinguent en termes d'adaptation. On a l'entraînement d'endurance qui va solliciter ce qu'on appelle la MPK, et j'en parlerai juste après Alexis, et on a le côté mTOR. Et ce qui est important de retenir ici, c'est que suivant le stress que tu vas subir, si c'est un stress plutôt similaire à de la force ou si c'est un stress similaire à de l'endurance, la cascade d'adaptation à l'intérieur de la cellule ou à l'intérieur du corps d'un point de vue microscopique sera différent. Et du coup, c'est intéressant déjà d'avoir un petit peu cette base théorique pour se dire, ah bah ça, ce sera plus de la MPK de l'endurance, ou ça, ce sera plus du mTOR et de l'adaptation en termes hypertrophie ou force. Donc je vais laisser Alexis parler d'mTOR parce qu'il adore ça. Ouais, je pense qu'on reviendra un petit peu après sur le sprint interval training dont tu as parlé. Il faudrait qu'on le définisse un peu plus, et puis ça nous permettra d'expliquer en quoi ça permet de rejoindre un petit peu les deux mondes. Mais ouais, comme tu dis, il y a deux voies, on appelle ça des voies de signalisation cellulaire, qui sont classiquement décrites comme opposées et contradictoires, mais on se rend compte que de plus en plus que, évidemment, le corps humain, c'est quelque chose de complexe, et que c'est pas il y en a un qui est activé, l'autre qui est désactivé, et inversement. Les deux ont lieu en même temps, et c'est plus ou moins l'un, plus ou moins l'autre. C'est encore une forme de spectre, de continuum, et en fonction des modalités d'exercice qu'on va choisir, on va plutôt solliciter davantage l'un que l'autre, ou plutôt les deux de manière hybride, et derrière on va avoir des adaptations qui seront différentes. Donc comme tu disais, ces deux voies de signalisation cellulaire, il y a la voie mTOR et l'autre voie qui est celle de la MPK. On va expliquer ça. La MPK, globalement, c'est la voie de l'endurance, si on devait résumer de manière très simpliste, alors que mTOR, c'est la voie qui va permettre de déclencher l'hypertrophie, donc la synthèse de nouvelles protéines musculaires. mTOR, alors qu'est-ce que c'est ? En fait, mTOR, c'est une protéine. Une protéine qui, ça veut dire Mammalian Target of Rapamycin. Je crois qu'il y a des noms il y a un autre nom, je crois, qui change, mais bon, globalement, c'est ça, c'est mTOR, Mammalian Target of Rapamycin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en français, la cible mammalienne. Donc ça fait référence aux mammifères. On va expliquer encore aussi, parce que là ça doit être ultra chinois pour tout le monde, mais moi c'était le cas aussi pour moi au début. Mais la cible mammalienne de la rapamycine, qu'est-ce que ça veut dire ? La rapamycine, en fait, c'est simplement tout le monde va comprendre après, mais là pour l'instant il faut essayer de capter les éléments, et après ce sera beaucoup plus clair. La rapamycine, c'est juste une bactérie qui a été trouvée sur l'île de Pâques, voilà, qui s'appelle Rapa Nui dans la langue locale là-bas. C'est la raison pour laquelle cette bactérie, on l'a appelée la rapamycine. C'est la référence à Rapa, qui est donc l'île là-bas où ils ont trouvé ça. Et en fait, ils se sont rendus compte que cette bactérie, si tu veux, en fait, elle inhibe justement la protéine qu'on appelle mTOR, qui est donc cette cible de la rapamycine. Et en fait, cette protéine mTOR déclenche la synthèse de nouvelles protéines musculaires. Donc quand on fait de l'hypertrophie, quand on veut prendre du muscle, ce qu'on veut, c'est créer des nouvelles protéines musculaires, parce que c'est les constituants de nos muscles.
Et donc, mTOR, quand on l'active en faisant un entraînement en résistance, quand on fait de la muscu, en gros, très simplement, on fait de la muscu, on met du stress mécanique sur nos cellules et ça nous permet d'activer cette protéine qui est mTOR. mTOR, justement, va déclencher ce qu'on appelle la traduction des protéines, enfin, va permettre de créer de nouvelles protéines. Et donc, on l'appelle comme ça parce que c'est la cible de la rapamycine. Et donc, derrière, ça veut dire que la rapamycine va inhiber cette protéine-là. Mais évidemment, c'est juste le nom qu'on lui a donné. C'est pour dire, voilà la protéine qui permet de déclencher l'hypertrophie. On s'est rendu compte historiquement qu'il y avait une bactérie qui empêchait la synthèse des protéines musculaires. Mais je crois qu'à la base, les premiers papiers là-dessus, c'était même conduit sur des mouches. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'être humain. C'est pour ça qu'ils disent mammalian, c'est par rapport aux mammifères. Mais voilà pour la petite histoire, c'est parce que c'est des trucs toujours un peu techniques, on comprend pas grand chose au début quand on s'intéresse un peu à la biochimie, c'est toujours il y a des noms de protéines, c'est technique, donc voilà. Et donc voilà, donc d'une part, si tu veux, il y a cette voie de signalisation où j'envoie du stress sur mes cellules pour derrière déclencher l'hypertrophie, et il y a l'autre voie qui est celle de la MPK. Et en fait, alors il y a des vieux papiers, mais ça tu vas en parler beaucoup mieux que moi, qui au départ faisait penser que ah tiens, si j'active mTOR, je vais faire donc de la muscu, je vais faire de l'hypertrophie, mais derrière ça va inhiber à MPK et donc ça me fait perdre en endurance entre guillemets, puisque MPK va être plutôt impliqué sur tout ce qui est là pour le coup biogénèse, les mitochondries et toutes les adaptations d'endurance. Et inversement, quand je vais faire un travail d'endurance au sens large, je vais activer la voie MPK et ça va inhiber mTOR, ce qui va nuire à mon hypertrophie. Et du coup, cette notion d'interférence qui fait que si je fais l'un, ça empêche l'autre, mais il y a des sports qui nécessitent les deux, et du coup, comment on peut essayer de mixer, de réconcilier les deux voies de signalisation. Mais ça, par rapport à ça, je mettrais une référence, un papier, mais globalement, par exemple, chez du public qui est sédentaire, donc qui n'a pas trop d'expérience, que ce soit dans l'entraînement en force ou à l'entraînement d'endurance, si tu regardes un petit peu justement ces cascades d'un point de vue plutôt microscopique, tu vas avoir une expression de mTOR et tu vas avoir une expression de AMPK, indépendamment en fait de la modalité. Et dans la littérature, ils parlent même de spécificité du signal, on l'a pas parlé tout à l'heure, mais de spécificité du signal, ce qui veut simplement dire qu'en gros, quand tu n'as pas d'expérience dans l'un ou dans l'autre, tu réponds positivement. Enfin, en fait, le corps plutôt ne fait pas la différence entre ce qui est de la force et ce qui est de l'endurance. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on peut expliquer que quand une personne, par exemple, commence l'endurance, elle peut subir un petit peu d'hypertrophie. Par exemple, les cyclistes ont quand même une hypertrophie au niveau des jambes. Et globalement, c'est parce qu'à un moment donné, il y a quand même eu la voie mTOR qui a été sollicitée pour construire de nouvelles protéines musculaires et puis augmenter l'hypertrophie, etc. Donc, globalement, déjà, là, il y a une notion qui est importante, c'est que si t'es quelqu'un qui n'a jamais réellement investi beaucoup de temps dans l'une des modalités ou l'autre, globalement, tu peux faire un petit peu ce que tu veux et tu vas pas trop avoir de phénomène d'interférence. Ça, c'était le premier point. Après, pour ce qui est de la MPK, donc Alexis a parlé de mTOR, qui est plutôt responsable de ce qui va être prolifération, synthèse protéique, croissance musculaire, etc. Et la MPK, c'est un peu différent. Le nom, encore complexe, adénosine monophosphate protéine kinase. En gros, une kinase, c'est une enzyme qui permet d'activer quelque chose. Et globalement, l'AMPK, c'est sollicité pour différentes raisons. Par exemple, des réserves énergétiques qui commencent à baisser. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir une demande accrue d'ATP, tu vas dégrader de l'ATP, effectivement, puisque tu es en train de faire ton exercice d'endurance. Et tu vas avoir un ratio AMP, d'où le nom d'ailleurs, AMPK, AMP-ATP qui va augmenter. C'est-à-dire qu'il va y avoir une demande accrue d'énergie au sein de la cellule. Et donc, tu vas avoir cette kinase, la MPK, qui va être sollicitée. Et après, ça va induire une cascade. Par exemple, ça va induire l'oxydation des acides gras, aussi tout ce qui va être au niveau de la mitochondrie. Et donc, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la MPK est sollicitée dès qu'il y a une demande accrue d'énergie et quand tu vas avoir des réserves énergétiques qui vont commencer à baisser.
À l'inverse de mTOR, où là, ça va être plutôt de la grosse tension mécanique, où au final, oui, les réserves énergétiques vont aussi prendre un coup, mais principalement glycogène musculaire, mais un petit peu moins qu'en endurance. Donc globalement, c'est ça. Et après, effectivement, tu peux avoir des interférences. Donc ça peut être d'un point de vue microscopique, c'est-à-dire on a par exemple AMPK qui va interférer avec mTOR, du coup l'hypertrophie musculaire va être inhibée, mais ça peut être aussi d'un point de vue plus macroscopique, et j'ai envie de dire, enfin en tout cas pour moi c'est ce qui est important. D'un point de vue macroscopique, ça veut dire, est-ce que après par exemple ton entraînement d'endurance, tu es capable de faire un entraînement de force en gardant la même qualité, en gardant la même puissance développée, la même force développée, la même vitesse développée sur les répétitions. Est-ce que d'un point de vue purement, on va dire, mécanique, ça interfère? Et est-ce que d'un point de vue purement moléculaire, ça interfère? Ouais. Ouais, j'étais en train de penser à. Là, pendant que tu expliquais ça, en fait, pour peut-être. Ça permettra. Bon, là aussi, ça va faire intervenir d'autres notions, mais je trouve que c'est assez schématique et que ça permet de bien comprendre le truc. Tu me confirmeras si c'est comme ça que. Sinon, si c'est pas le cas, tu me diras si j'ai tort, mais en fait, on va dire que la MPK, globalement, la voie MPK, si on pensait au système enfin, au modèle des systèmes énergétiques, les Mhm. filières énergétiques. On n'ira pas très loin là-dedans, mais juste, en gros, la MPK, tu vas l'activer surtout via le système aérobie et la respiration cellulaire, ces choses-là. Et à l'inverse, si je devais dire, le mTOR, c'est plutôt activé par le système ATP-PCR, le système de glycolyse anaérobie. Et là, alors je me trompe peut-être, Mhm. mais là où il y aurait peut-être, si tu veux, un peu une activation des deux voies à la fois de mTOR et de MPK et où ça peut faire interférence, ce serait au milieu de ça, donc plutôt au niveau de la glycolyse anaérobie, avec le système de transport des lactates, etc. Qui est un peu à l'interface. Bon, après, on sait que tout ça n'est pas. Les trois voies énergétiques ne sont pas isolées et qu'elles ont lieu en même temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'entre guillemets, sur des efforts lactiques, c'est là où ça pourrait le plus interférer par rapport à un effort de force qui est purement ATP-PCR ou un effort purement d'endurance et de déplétion glycogénique à l'autre opposé. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors ça c'est un gros débat. Déjà au niveau des filières énergétiques, parce qu'on sait par exemple que les cinétiques de resynthèse de la PCR, donc la phosphocréatine qui permet en gros la production d'un effort rapide, la production d'énergie sur un effort qui est hyper court, est quand même assez bien lié aussi à la resynthèse d'oxygène. Donc en gros, Ouais. en termes de filière énergétique, je pense que le schéma temporel sur lequel on observe nos filières énergétiques est peut-être un peu réducteur, et en fait c'est quand même assez proche. Mais après, en tout cas, moi, je suis partisan du fait que même à la salle, par exemple, tu peux développer des qualités énergétiques. On a fait plusieurs podcasts où on a parlé des clusters et des AMRAP, par exemple. Et moi, ça m'est arrivé déjà avec des athlètes de poser un oxymètre, etc., et de regarder un peu les cinétiques d'oxygène Mm. et d'essayer de travailler spécifiquement en fait la portion métabolique. Voilà, on va rentrer un peu dans les détails, mais la portion métabolique de son activité, parce que lui avait besoin d'être à un certain niveau de désaturation, bref. Et en fait, je pense que tu peux quand même matcher les contraintes énergétiques du terrain avec les contraintes de la salle. Sauf qu'à la salle, en fait, tu vas avoir des tensions mécaniques qui seront plus importantes. Et Mm. probablement que sur le continuum force, tu vas être plus côté force que côté endurance. Mais je sais pas trop si sur justement ce continuum-là, par exemple, je pars partout, mais par exemple, l'endurance locale d'un muscle. Il y a le papier de Schoenfeld sur le continuum des répétitions et Ouais. le force-endurance continuum. Il y a un gros paragraphe sur l'endurance locale d'un muscle. Et en fait, tu t'aperçois que si vraiment les charges sont hyper basses, bah, tu peux travailler aussi de la densité mitochondriale, de capacité oxydative au niveau du muscle. Donc, est-ce qu'au final, par exemple, l'endurance que tu fais à l'extérieur quand tu vas courir, c'est pas juste de l'endurance locale? Ça se trouve, c'est juste de C'est l'endurance le locale. pattern qui change. Donc en fait, est-ce que Ouais. le corps vraiment, lui pour moi, le corps juste il perçoit de la tension mécanique, c'est-à-dire à quel point tu tires sur le muscle et la déplétion glycogénique. Et c'est pour ça que sur la MPK et mTOR, je disais que MPK, c'est surtout sollicité sur de la déplétion glycogénique et de la demande d'énergie sur le long terme. Mais après, pour moi, le corps, lui, il fait pas trop la différence, quoi. Que tu cours vite ou que tu soulèves une grosse charge à la salle,
En fait, l'avantage de la salle, c'est que c'est facile de contraindre le système musculo-squelettique et d'avoir des contraintes qui sont suffisantes pour induire l'hypertrophie. Mais moi, je pense que tu peux induire de l'hypertrophie aussi à l'extérieur, quoi. Ça dépend encore une fois Ouais, comment mais tu... en fait, c'est vrai que comme tu dis, le corps s'en fout dans le sens où, comme tu dis, tu peux très bien faire de l'endurance localisée. Je sais pas si tu fais Ouais. un développé couché léger, énormément de reps, etc. Tu peux induire des adaptations qu'on retrouverait sur de l'endurance classique, entre guillemets, course à pied, vélo, toutes ces choses-là. Mais c'est simplement le pattern qui va changer. Mm. Et après, en fait, là où il y aura une notion de spécificité, ce serait peut-être plutôt par rapport aux, enfin, les adaptations nerveuses, là qui sont, c'est plutôt les adaptations de force qui sont plus spécifiques, Mm. et que là pattern dépendant pour le coup. Mais ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Il y a tellement de choses à dire, mais ça me ferait partir dans tous les sens. Mais ouais, globalement, le corps s'en fout à partir du moment où on parle d'adaptation tissulaire ou de choses qui sont métaboliques en fait. Puisqu'il perçoit une tension mécanique, il y a des réactions physiologiques à ça, et donc de déplétion glycogénique, de sécrétion de hormones de croissance, de ceci, de cela. Et derrière, ça aboutit à des adaptations. Mais au final, que tu le fasses, quels que soient les mots sur lesquels qu'on met sur les exercices, le squat, le deadlift, le n'importe quoi, c'est pas forcément ça qui est important, c'est la modalité, la façon dont on va réaliser cet exercice justement. J'aime bien dire ça aussi, mais par exemple quand tu fais un squat, tu peux tout faire avec un squat en fait. Tu peux faire de l'endurance localisée, Bah, tu peux faire de la force, tu peux faire de l'hypertrophie, tu peux faire de la puissance, tu peux faire de l'explosivité, tu vois. Il y a plein de mouvements comme ça où en fait, suivant comment tu vas gérer les paramètres et comment tu vas réaliser le truc, tu vas engendrer des adaptations carrément différentes. C'est par exemple, tu fais un AMRAP, non pas un AMRAP, un EMOM, et que sur le EMOM, en fait, tu laisses que, on va dire, 10 secondes de récupération avant la fin de la minute et le nouveau commencement de ta série. En fait, la récup, elle est tellement pincée que tu vas forcément sur des adaptations qui seront peut-être glycolytiques ou oxydatives. Alors qu'à l'inverse, si tu faisais que 1 à 2 répétitions avec des pourcentages qui sont hyper élevés, bah là tu pourrais avoir des adaptations de force. Donc c'est-à-dire que même au sein de l'exercice, tu as juste à changer différentes choses, l'intensité. Et ça, d'ailleurs, on va revenir sur les paramètres qu'on prend en compte pour la gestion des interférences. Mais au final, ouais, c'est, comme Alexis dit, indépendamment de l'exercice ou quoi, tu peux adapter le corps sur de l'endurance ou de la force. Suivant ta gamme de répétitions et l'intensité adoptée.